peut-être pouvez-vous nous en dire plus sur justement la manière dont on fait un livre, comment ça se passe en pratique? Oui, parce que j'imagine que quand on est utilisateur de livres, on prend un livre, on le trouve très bien ou pas très bien, et puis voilà, je pense qu'on ne se doute pas forcément ni de la quantité de travail astronomique que ça représente, ni même de détails qui sont extrêmement importants quand on est utilisateur et auxquels on ne pense pas forcément. Donc, disons, le schéma le plus courant, c'est que bon, j'arrive avec une idée dans le bureau de ma directrice éditoriale et nous commençons à parler du projet, de voir s'il tient debout ou pas. Après, Clé se réunit, prend des décisions en ce sens. Et ensuite, il faut donc passer de l'idée plus ou moins précise que j'ai eue à l'objet que vous allez avoir entre les mains. Ça veut dire tout d'abord se mettre d'accord sur des choses aussi simples que le format d'un livre. Ça a l'air tout simple, mais le format a un sens, il est même parfois codé. Le nombre de pages, les couleurs qu'on va utiliser, l'esprit du livre du point de vue pratique. Et ensuite, on fait quelque chose qui est une étape assez difficile pour moi, auteur, qui est un essai. Donc évidemment, c'est le principe de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut que je donne un premier chapitre de livre pour qu'un ou une maquettiste travaille et donne une forme. Évidemment, moi je ne peux pas travailler si je n'ai pas de maquette et la maquettiste ne peut pas travailler si elle n'a pas de texte. Voilà, donc ça n'est pas très commode, mais on y arrive bien entendu. Et à partir de là, il faut donc décider des quantités de choses qui semblent évidentes, c'est-à-dire la taille des titres, la couleur, la police de caractère, ce qui est en gras, ce qui n'est pas en gras, ce qui est en couleur, pas en couleur. Mettons des illustrations ou pas, lesquelles, comment, etc. Qui décide tout ça? C'est vous l'auteur ou c'est collégial. C'est collégial. C'est vraiment c'est un moment que j'adore, je dois dire, c'est d'être autour d'une table et de rêver à ce futur objet et de commencer à se dire tiens, on pourrait faire tel genre d'illustration ou pas, ou avoir tel genre de police de caractère. Et c'est vraiment la gestation du projet à ce moment-là. Ça se fait de façon très, très collégiale jusqu'à présent, ce que j'apprécie énormément. Ensuite, figurez-vous que je me mets au travail, et c'est un énorme travail, puisqu'il faut ensuite concevoir le livre complètement, donc choisir un sommaire, un ordre d'apparition, des thèmes, des sujets selon le cas. Et puis finalement, après un certain temps de travail de l'ordre de 6 mois à 1 an, parfois plus quand il y a plus de réflexion, j'apporte donc à Clé International un tapuscrit, comme on dit. Et à ce moment-là vient la dernière étape extrêmement importante. À ce moment-là, un éditeur ou une éditrice, assez souvent, joue ce rôle fondamental de transformer ce tapuscrit en un livre. Voilà. Et l'éditrice, là, je dirais que c'est pratiquement une sage-femme, c'est-à-dire que je voudrais simplement dire que quand on reçoit les premières épreuves, c'est-à-dire une sorte de première version du livre, quand je reçois ces premières épreuves, j'appelle ça l'échographie. Vous savez, on voit déjà la forme, ça a déjà des bras, des jambes, le petit bébé. C'est le futur livre qui va progressivement devenir le vrai livre que vous trouverez et que vous utiliserez. Il semble que pour vous, les accouchements se soient relativement bien passés, les bébés sont beaux et en bonne santé. Il n'y a pas eu de naissance au forceps jusqu'à présent. Donc Claire, qu'est-ce que le métier d'auteur vous a apporté que le métier d'enseignante n'aurait pas pu vous apporter? Écoutez, j'aurais du mal à séparer l'un et l'autre. Ce sont vraiment deux activités extrêmement complémentaires, assez différentes au départ. C'est-à-dire que dans mon métier d'auteur, je suis en face d'êtres humains réels que j'ai en face de moi, en cours individuel ou en cours collectif, et je dois trouver une solution par rapport à ces personnes que j'ai directement en face de moi. Quand je suis auteur, je suis en train d'écrire un livre pour des gens qui seront dans tous les pays du monde que je ne vois pas, donc la perspective est exactement opposée. Je dirais que mon expérience de professeur a énormément nourri et enrichi mon activité d'auteur, et mes livres sont le reflet de ma façon d'enseigner. Mais je dois dire aussi que le fait de faire des livres, avec toute la rigueur que cela implique, avec la structure mentale que cela implique, a évidemment, j'espère, amélioré évidemment mes compétences de professeur. Ce sont vraiment des vases communicants. Mais ça va plutôt quand même plutôt dans le sens de l'expérience de professeur qui mène vers les livres. Vos ouvrages, vous le disiez, sont vendus dans le monde entier. Le vocabulaire progressif, par exemple, se vend aux États-Unis, au Brésil, en Corée, en Espagne. Avez-vous conscience de cette notoriété mondiale ?
vous me flattez. Bon, je n'en suis pas encore à mettre des lunettes de soleil pour sortir dans la rue incognito. Non, ça me flatte énormément. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis très très fière et très flattée de ce que vous dites. Ça m'intimide un petit peu aussi, comme je le disais, parce qu'effectivement, plus j'écris de livres, plus je me dis, mais ça peut être aussi bien quelqu'un qui est à Singapour qu'en Espagne, qu'en Grèce, qui va l'utiliser. Ça veut dire aussi penser à des langues différentes, à des problèmes différents, à des types de difficultés différentes. Donc c'est parfois un petit peu intimidant. Donc je dois dire que quand je suis vraiment en train de travailler, de temps en temps, j'essaye d'oublier que les livres vont voyager sur toute la planète. Si on reprend l'historique de vos parutions, de vos ouvrages, votre tout premier ouvrage a été le vocabulaire progressif du français, voilà. niveau intermédiaire. Exactement.